Moi, je suis le fusible idéal. Donc je crame comme un fusible, mais j'ai pas tout à fait cramé. Alors Didier Schuller, comment vous, pour commencer, pourriez qualifier votre, en tout cas ce que fut votre relation avec Patrick Balkany il y a longtemps, dans les vieilles années? C'est une très vieille relation. On était très amis. On venait un peu, je dirais, grosso modo, un peu du même milieu social relativement aisé. On s'est rencontrés quand on était adolescents dans un certain nombre de boîtes de nuit parisiennes, mais on avait pas mal de points communs, et notamment politiquement. Nous étions l'un et l'autre, après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, on était dans l'opposition gaulliste. Alors aujourd'hui, quand on entend les patronymes Schuller, Balkany, inévitablement on pense aux affaires, et notamment l'affaire dite des offices HLM des Hauts-de-Seine, du 92. Vous, ça vous a valu à peu près tout, c'est-à-dire la cavale pendant des années à l'étranger, la prison aussi, quelques semaines, puis le bracelet électronique. Patrick Balkany, lui, ça ne lui a rien valu. Pourtant, dites-vous, il était impliqué dans ces dossiers. Non, mais il n'était pas impliqué, il était le patron. J'étais un employé, un directeur général, mais c'était lui le patron. Il a été d'ailleurs mon patron en politique après, puisque bon, quand il était député, j'étais son suppléant. J'ai été élu à Clichy, c'est lui qui m'a parachuté à Clichy pour reprendre le RPR de Clichy. Donc c'était mon boss. Lui est passé entre les gouttes, judiciairement, de l'affaire qui vous a valu Totalement. La cavale, la prison et, je le redis, le bracelet électronique. Vous Totalement. Lui en voulez? Non. Je vais vous dire, quand il m'a proposé avec Pasqua de prendre le poste de directeur général des H&M, j'aurais dû dire non. Bon, j'ai pris mes responsabilités, j'y suis allé. Ensuite, mais c'était une autre époque, il faut quand même remettre les choses dans... C'était de l'argent politique. Tous les partis procédaient de la même manière. Il n'y avait pas de financement. Donc on cherchait l'argent. Et l'argent, il est où? Dans les entreprises. Les entreprises, elles ne font pas de cadeaux. Elles donnent si vous leur donnez. Et vous leur donnez des contrats, des travaux, etc. Et en échange, elles financent la vie politique. J'ai moi-même accompagné Patrick Balkany à la mairie de Paris pour donner des sommes importantes au maire de Paris de l'époque. Bon, c'était la coutume. On était des hauts fonctionnaires, on était le relais, et on a accepté de rentrer dans la tambouille. Ce qui était une erreur. Bon, mais moi j'ai payé. Moi je l'ai payé, j'ai été condamné. Balkany est passé au travers, j'en étais sûr. À l'époque, je rappelle que Jacques Chirac est président de la République, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur. Le jugement, il est quand même préparé. Et moi je suis le fusible idéal. Donc je crame comme un fusible, mais j'ai pas tout à fait cramé. Ce qui veut dire que quelques années plus tard, après avoir avalé, j'étais haut fonctionnaire, je ne suis plus haut fonctionnaire, j'étais un élu, je ne suis plus élu, j'ai des problèmes familiaux épouvantables, j'ai tout avalé, je me suis reconstruit petit à petit. Et en 2010, la Cour d'appel de Paris me rend mes droits, et là je décide de me présenter aux élections de 2014. J'en fais part, ce qui était légitime au député de la circonscription, c'est-à-dire Patrick Balkany. Il m'invite à dîner dans sa modeste salle à manger de la mairie de Levallois, qui ressemble au bar du Ritz. D'ailleurs, c'est sympa, il y a des photos de lui et de Sarko partout. Bon, et puis, je lui dis, voilà, il me dit, ok, banco, bon, très bien. Bon, je repars, bon, je me dis, c'est la moindre des choses qu'il puisse faire, puisque je pense avoir été extrêmement silencieux pendant de très très longues années. Et puis tout d'un coup, 4 mois plus tard, il sort d'une pochette surprise son suppléant. Et puis il me dit rien d'ailleurs. J'apprends que donc j'ai son suppléant comme candidat contre moi. Donc là, vous comprenez que non seulement vous n'avez pas été tellement soutenu par lui depuis que vous êtes revenu, mais qu'en plus, il y a une sorte de coup de poignard dans le dos. Oui, c'est quasiment même une rafale de mitrailleuse. Oui. Oui. Donc, bon, j'ai décidé à ce moment-là
de libérer une partie de ma conscience en acceptant les interviews de deux journalistes bien connus, L'Homme et Davet, et donc j'ai accepté des interviews. Ces interviews, ça a donné un livre, et de ce livre, un beau jour, je reçois chez moi une convocation de deux magistrats instructeurs qui me convoquent pour venir parler avec eux. L'audition dont on parle, là, je l'ai là, c'est un procès-verbal de déposition de témoins. Et vous êtes bien entendu dans le cadre de l'affaire Takieddine, et à la fin du PV, vous dites ça, voilà, j'ai payé ma dette, je constate aujourd'hui que le président de l'office des HLM de l'époque, M. Balkany, a été relaxé. Par contre, M. Balkany, comme la presse le relate, et comme semble confirmer les documents que je vous ai remis en copie, aurait à sa disposition un palais à Marrakech, une résidence de luxe à Saint-Martin et l'usufruit du moulin de Giverny. Et cette remise de documents, ce sera l'acte 1 de l'enquête judiciaire qui vaut le procès. Et ces documents, ils étaient dans mon procès. C'est-à-dire très vieux? C'est ça que vous voulez dire? Ça datait de... Mon procès était de 2005. Disons les choses clairement. Oui. Dans l'enquête qui a été faite à la fin des années 90 et au début des années 2000 par la police anticorruption, il y a des rapports, notamment un de 98 et un autre de 2001 de la police, où il est fait état de comptes en Suisse et de structures offshore de M. Balkany, mais aucun fil judiciaire n'a été tiré. Aucun fil judiciaire n'a été tiré. Cette impunité est absolument incroyable. Comment Patrick Balkany a échappé à la patrouille pendant 30 ans? Comment? Alors bon, la réponse est claire, c'est la France. Le mauvais côté de la France, c'est-à-dire le côté un peu république bananière, ceux qui sont très 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 près du soleil, on les laisse et puis on va taper sur les fusibles. Bon, j'en suis un exemple caractéristique. Mais dans ce que vous décrivez de Patrick Balkany, est-ce que vous dites, en ce jour d'octobre 2013 au magistrat instructeur, c'est qu'il y a un profit personnel et pas seulement politique? Tout à fait, bien sûr. Et c'est ce qui, moi, m'a profondément choqué et motivé. Oui, bien sûr. Il a passé la ligne jaune. Il l'a même passé en klaxonnant. Derrière les montages offshore, les comptes en Suisse, les lignes de compte, les lignes bancaires compliquées, les montages extrêmement sophistiqués, il y a une histoire humaine et c'est la vôtre. Est-ce qu'on peut parler de vengeance de votre part? Écoutez, je vais vous dire, bon, c'est vrai qu'en 2012, début 2013, je suis trahi, vraiment trahi. C'est vrai que ça m'a profondément blessé, compte tenu de la fidélité, de l'amitié que j'avais pu lui manifester. Bon, et puis après, l'eau a passé. J'ai eu des menaces à un moment provenant de gens proches d'une certaine mafia, etc. Bon, tout ça, c'est vraiment de l'ombre. Ma volonté, c'est d'abord quand même, je dirais, de nettoyer mon nom. Il y a une expression anglo-saxonne. Clear my name. To clear my name, oui. Puisque bon, c'est moi qui ai porté quand même, j'ai porté le béret basque pendant de longues années. Bon, ça c'est vrai. Le reste, je pense qu'il faut que justice soit rendue et je pense qu'il faut quand même que les choses soient dites. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce qui arrive est quand même très tardif? Oui, c'est très français. J'ai été le détonateur d'une grande enquête judiciaire qui aurait dû avoir lieu bien avant. Ça aurait pu durer encore beaucoup plus longtemps. Ça aurait pu même ne jamais se passer. Imaginez effectivement que je ne sois pas interrogé, que je ne sois pas convoqué en 2013. Si je ne suis pas convoqué en 2013, est-ce que ce procès aurait lieu aujourd'hui? Sûrement pas. Alors aujourd'hui, il y a le procès Balkany, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a cette particularité où vous êtes l'homme à l'origine du procès, mais vous êtes celui qu'on ne va pas entendre au tribunal, parce que vous n'êtes pas convoqué comme témoin ni par l'accusation, ni par la défense de M. Balkany. Et je le comprends. Oui. On peut comprendre pourquoi. Patrick Balkany a choisi une défense qui lui appartient, évidemment, c'est son droit. Et il vous traite de mythomane. Il vous traite d'une personne à la moralité à laquelle on ne peut pas se fier. De délateur. De délateur. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous répondez à Patrick Balkany, par l'entremise de cet entretien, qui, dans une enceinte judiciaire, vous qualifie de tous ces noms d'oiseaux? Écoutez, je ne vais pas répondre moi-même, je vais charger mon conseil et avocat, maître Jean-Marie Viala, d'attaquer Patrick Balkany en justice
pour dénonciation calomnieuse et injure publique. Pourquoi? Parce que c'est une fois de plus... Parce que c'est n'importe quoi. Mais bon, il est face à la justice, il se défend. Je le laisse dans ses bouffonneries. Il y a une seule chose qui me choque profondément, vous voyez, vraiment, à titre personnel. En 2005, quand j'ai été condamné à sa place, je n'ai pas sorti devant le tribunal les drames de ma propre famille au moment de l'Holocauste, ma grand-mère, mon grand-père, ma tante, partis en fumée. J'en ai pas parlé devant le tribunal. Et j'ai été profondément choqué du numéro qu'il a pu faire sur l'antisémitisme. Parce que Patrick Balkany est allé devant le tribunal jusqu'à dire « J'espère qu'à travers moi, vous ne faites pas le procès des Juifs qui ont mis de l'argent de côté. » C'est profondément indigne. Patrick Balkany, c'est quoi? Il cherche à se draper dans l'uniforme du capitaine Dreyfus, alors qu'en vérité, il faudrait plutôt qu'il regarde les habits de M. Stavisky, en ce qui le concerne. Non, c'est pas bien. Est-ce que, ce sera ma dernière question, une façon de lutter, d'après vous, qui avez connu la prison quelques semaines, mais vous l'avez connue, du milieu duquel vous venez, est-ce que la prison fait peur? Est-ce que c'est ce qui fait peur? Je pense que les hommes qui, à partir d'un certain degré de pouvoir, ont un sentiment d'impunité. Donc ils ne pensent pas à la prison. Je pense que ce n'est pas du tout quelque chose... Honnêtement, par rapport aux hommes politiques, la première mesure indispensable, c'est l'inéligibilité. Longue? Très longue. Il faut mettre effectivement, je dirais, socialement hors d'état de nuire les hommes politiques qui ont franchi la ligne jaune. Ça me paraît. Alors la prison, ça dépend de l'âge. Je veux dire, moi, je le dis franchement, je ne souhaite pas à Patrick Balkany d'aller en prison. C'est pas du tout mon souhait. Mais je souhaite quand même qu'il ait l'obligation de ne plus être maire de Levallois.